et bienvenue sur Europe 1. D'après l'Organisation mondiale de la santé, la dépression deviendra d'ici 2020 la deuxième cause d'invalidité à travers le monde, après les troubles cardiovasculaires. Véritable maladie du siècle, la dépression est à ce point passée dans le langage courant qu'on se dit déprimé à la fin des vacances, un jour de pluie ou parce qu'on a pris 3 kilos. Mal-être, tristesse, déprime passagère ou vraie dépression, comment s'y retrouver? Quels sont les symptômes qui doivent nous alerter? Qui consulter? Faut-il prendre des antidépresseurs? Au-delà de l'aspect médical, la dépression peut-elle nous apprendre des choses sur nous-mêmes? On en parle tout de suite avec mon invité, Alain Gérard. Bonsoir. Bonsoir. Alors vous êtes l'auteur vous êtes psychiatre, président du Congrès français de psychiatrie. Et vous êtes également l'auteur de 2 ouvrages, l'un coécrit avec Monique Brémond qui s'intitule « Vrai déprimé, fausse dépression », paru aux éditions Flammarion, collection Champ, et l'autre, plus récent, qui s'intitule « Dépression, la maladie du siècle », édition Albin Michel. Alors, si vous aussi, vous voulez témoigner autour de ce sujet, vous pouvez dès à présent appeler le 3921 où vous serez accueillis par Paul et Jeanne avec la complicité de Julien Jaffray qui réalise cette émission. Si vous vous sentez facilement irritable, anxieux et que vous avez un peu peur de l'avenir, vous vous demandez si c'est juste une déprime passagère ou s'il y a lieu de s'en préoccuper. Vous avez bien meilleur moral depuis que vous prenez des antidépresseurs, mais vous avez pris du poids et vous n'avez plus trop envie de faire l'amour. Malgré votre traitement médical, vous ne ressentez aucune amélioration et vous vous sentez découragé. Quelqu'un dans votre entourage proche est dépressif et vous vous demandez comment l'aider. Jusqu'à 1 heure, vous pouvez témoigner au 3921. Vous pouvez également poser vos questions par mail sur le site europe1.fr ou par SMS au 7 39 21 en commençant vos messages par le mot nuit. Europe 1, Caroline Dublanche. Alain Gérard, dans votre livre Vrai déprimé, fausse dépression, vous dressez un constat assez alarmant. De nombreuses personnes prennent des antidépresseurs alors qu'elles ne sont pas dépressives, alors que les vrais dépressifs ne sont pas soignés. Comment expliquez-vous ce paradoxe? Plusieurs raisons. La première probablement est qu'un certain nombre de gens, lorsqu'ils sont vraiment malades, ne consultent pas parce que leur pessimisme et l'enfermement dans lequel ils vivent leur font penser qu'il n'y a pas de solution à leurs problèmes, que c'est simplement lié à la réalité de leur vie. Donc ils n'ont pas l'idée d'aller voir un médecin. Alors qu'au contraire, beaucoup de gens qui sont simplement dans des difficultés d'adaptation, dans des problématiques beaucoup plus légères, eux ont l'idée d'aller parler, d'aller éventuellement se plaindre. Et si à ce moment-là, la personne qui les reçoit ne prend pas le temps, par un questionnaire très très précis et un peu long, de vérifier l'ensemble des symptômes qui permet de poser un diagnostic, il peut se faire qu'à ce moment-là, un peu trop vite, la réponse du médecin soit une prescription d'antidépresseurs, alors que la maladie n'est pas constituée et qu'il faudrait mieux à ce moment-là s'appuyer sur un travail de parole. Oui, justement, c'était ma question suivante. N'a-t-on pas tendance de nos jours à médicaliser trop vite les événements douloureux de la vie, tels qu'une séparation, un deuil, un licenciement? On a probablement tendance en effet à réagir trop vite parce que le fait d'accompagner quelqu'un qui ressent un événement très brutal, très douloureux, il peut y avoir des événements psychiques très violents, par exemple une séparation, un deuil, une rupture, qui font que la personne est extrêmement mal de façon aiguë. Mais ça n'est pas pour autant parce qu'il y a une intensité de la souffrance qu'on est dans un processus de maladie. À ce moment-là, il faut prendre du temps, il faut écouter la personne, il faut la revoir, il faut des rendez-vous répétés. Et c'est un travail d'accompagnement langagier, de compréhension des mécanismes, d'aide.
Et là, les médicaments ne servent à rien. Si on s'amusait à prescrire un médicament actif ou un placebo, les résultats seraient strictement comparables. Mais justement, vous parlez de souffrance très aiguë, parfois après une séparation ou un deuil. Mais donc jusque-là, vous pouvez dire qu'on est presque dans l'ordre normal des choses, de souffrir. Oui. Mais à quel moment peut-on considérer qu'il y a un risque que cela évolue vers la dépression ? C'est une question, par exemple, qui se pose très souvent dans le deuil. Oui. Il est parfaitement normal, après un deuil, même après une rupture affective simple, d'aller mal. Oui. De souffrir, d'être malheureux, d'être triste, de pleurer, d'avoir une forme de désintérêt pour ce qui vous entoure. Mais cette réaction psychologique, elle fait partie de l'adaptation aux événements que l'on rencontre dans à peu près toutes les vies. Là où la chose se complique et devient préoccupante, c'est quand l'envahissement de la vie psychique est à peu près total. C'est-à-dire quand 15 jours de suite, on ne pense qu'à ça. On ne peut pas penser à autre chose. Et que simultanément, on n'arrive plus par exemple à se concentrer. On n'arrive plus à dormir. On perd l'appétit. On maigrit. On a des troubles de mémoire. À ce moment-là, se constitue peu à peu, comme une sorte de puzzle qui se complète, un état qui montre qu'on est au-delà de la réaction de deuil normale, que l'intensité du trouble va handicaper la personne pour s'adapter à cette nouvelle situation. C'est là le moment, parfois difficile à définir, qui se fait d'ailleurs souvent avec la personne concernée, où on lui dit, écoutez, ça fait quelques mois que vous allez mal, c'était bien normal, mais là, ce que vous me racontez dépasse un peu les limites de la normale. Et je pense, pour telle ou telle raison, et là il faut le détailler, qu'il serait plus utile pour vous d'être aidé par un médicament. Mais c'est toujours dans un second temps. Ça n'est pas lié au caractère violent ou à l'intensité initiale. C'est plutôt dû à un état qui s'installe et qui envahit l'ensemble de la vie psychique et qui s'accompagne d'un certain nombre de symptômes physiques. On oublie trop souvent que la dépression, c'est bien sûr une maladie des émotions, mais c'est aussi une maladie de l'organisme entier. Vous dites les symptômes physiques qui accompagnent la dépression, quels sont-ils ? Par exemple, la perte d'appétit. Alors bon, il y a bien sûr en général la perte des envies, quelles qu'elles soient. Les choses qui habituellement font plaisir sont devenues totalement indifférentes. Il y a souvent ce qu'on appelle une anesthésie affective, c'est-à-dire que les gens ne ressentent plus d'affection pour les leurs. Ils voient leur enfant ou leur petit enfant et ça leur est indifférent, ils ne comprennent pas ce qui se passe. C'est un amaigrissement, c'est une perte de poids, c'est beaucoup une modification du rythme veille-sommeil. Un signe très caractéristique, c'est le réveil précoce le matin, à 4h ou 5h du matin, avec une sensation de crabe dans l'estomac, une sensation d'angoisse qui étreint. Dès que les yeux s'ouvrent, l'angoisse apparaît et on ne peut pas se rendormir. C'est l'ensemble de ces symptômes qui fait penser à une dépression. Mais comme la personne, quand elle vient consulter, est souvent désespérée ou n'y pense pas, elle pense lentement, personne déprimée, il ne va pas spontanément dire tout ça. Il faut lui poser ces questions. Il faut lui poser ces questions de manière vraiment... on n'est pas du tout, par exemple, dans l'écoute analytique. On n'est pas du tout dans laisser parler la personne. C'est un autre temps, ça, de l'entretien. Il faut être très actif. Oui, c'est une écoute active, très dirigée. Ça suppose une bonne connaissance de la dépression. Oui, on pose souvent la question d'ailleurs de savoir si c'est seulement les psychiatres qui peuvent prendre en charge ces patients. Non, je ne crois pas du tout. Je crois que des généralistes qui se sont bien formés à la connaissance de la dépression peuvent très très bien réagir. Ce sont souvent les premiers oui, bien sûr. Ils sont en première ligne. Simplement un problème, il faut le dire, ça prend du temps. Hein. Le déprimé, c'est pas quelqu'un qui parle vite, c'est quelqu'un qui cherche ses mots, c'est quelqu'un qui
qui est triste. Donc il faut aller le chercher. C'est pas en un quart d'heure de consultation qu'on peut poser un diagnostic de dépression. Non. Oui. Non. Mais pour autant, la prise en charge d'une personne dépressive par un médecin généraliste est-elle suffisante ? Alors pour la phase initiale, pour la pose du diagnostic, si le médecin généraliste est bien formé, oui. Ensuite, on en parle beaucoup dans le bouquin que vous avez cité sur dépression et la maladie du siècle. Ensuite, une fois dans le traitement de la dépression, une fois l'épisode aigu traité, c'est-à-dire une fois que le sujet va mieux, se pose à ce moment-là la question de l'origine. Qu'est-ce qui a fait que cette personne s'est déprimée ? Et à ce moment-là, il est souvent, très souvent utile de faire un petit travail personnel et de se dire « mais qu'est-ce qui se passe dans ma vie ? Pourquoi j'en suis arrivé là ?» Et là, on entre dans une phase qui est beaucoup plus psychothérapique et qui, là, peut être pratiquée par des thérapeutes, pas forcément médecins, des gens qui connaissent bien les problématiques de la dépression et qui, à ce moment-là, vont faire un travail qui va identifier les racines du mal et qui va éviter la répétition. Parce que le problème de la dépression, c'est que malheureusement, bien des fois, après avoir fait un premier épisode inaugural, les gens vont aller mieux quelques mois, et puis une autre dépression va survenir. On va en parler de ces risques de récidive et peut-être comment les prévenir. Mais auparavant, je voulais vous demander s'il existait plusieurs formes de dépression. Parce que c'est devenu presque un mot fourre-tout, c'est ce que je disais un peu dans mon introduction, entre la déprime passagère et la mélancolie, on est vraiment dans des réalités cliniques très très différentes. On entend parler aussi de dépression saisonnière, de dépression masquée. Donc finalement, est-ce qu'on peut dire que la dépression revêt plusieurs formes ? Alors, je crois qu'il faut distinguer deux zones. D'accord. Celle de ce que moi j'appelle la dépression maladie. Mm-hmm. Pour simplifier, c'est celle, par exemple, qui va relever une prescription d'antidépresseurs. Et à l'intérieur de cette dépression maladie, il y a en effet différentes formes, on va y revenir. Mais avant la dépression maladie, il y a des quantités de situations où on trouve des symptômes dépressifs, où ça ressemble à la dépression, mais où en réalité, il s'agit beaucoup plus de, je crois, ce qu'il faut appeler un trouble de l'adaptation. C'est-à-dire que face aux événements stressants de la vie, face à des difficultés, face à une accumulation de difficultés, la personne se met à aller mal. Elle est triste, elle peut être un peu pessimiste, mais elle est réactive à l'environnement. Si à ce moment-là on lui parle, si on l'aide à résoudre ses problèmes, si elle va demander de l'aide, si on arrive à bien problématiser la situation, la personne s'en sort, elle s'adapte à la nouvelle donnée. La phase dépressive, dépression vraie, là c'est une autre affaire parce que le cerveau est devenu dysfonctionnel. Le cerveau n'arrive plus tout seul à résoudre les problèmes. Et à l'intérieur de cette case dépression, il existe effectivement différentes formes. Alors des formes selon les formes cliniques, comme disent les médecins. Il y a des formes qui sont des formes extrêmement ralenties, où on perçoit en écoutant la personne qu'il n'arrive plus à penser normalement. Il est lent, il a des trous de mémoire, il ne peut pas se concentrer, il ne peut pas travailler, il regarde ses dossiers, il les déplace, il ne peut rien faire. Quelquefois, il est dans cette situation sans bien comprendre ce qui lui arrive. Il se sent étrange, mais il ne fait pas, bien sûr, lui-même le diagnostic. Il y a des dépressions qui sont des dépressions anxieuses, où là, ce qui frappe, c'est un espèce d'affolement, d'agitation. Donc c'est à l'inverse, normalement, du ralentissement de la dépression. Oui, ça peut fausser le diagnostic, oui, ça ? Oui, absolument. C'est une erreur fréquente parce que ça peut apparaître pour un simple trouble anxieux, alors qu'en réalité, cette espèce d'agitation de surface qui pourrait faire penser que la personne fait des tas de choses, montre qu'en réalité, elle ne fait rien. Il y a juste la mousse de l'anxiété autour. Oui, elle s'affole tellement qu'elle arrive à plus rien faire, à plus être efficace. C'est parce qu'elle ne peut plus rien faire que qu'elle s'affole, d'accord, oui, c'est l'inverse.
Et la forme la plus douloureuse, probablement, et probablement aussi la plus dangereuse, c'est la dépression délirante. C'est ce qu'on appelle la mélancolie ou la mélancolie délirante, où là, les sentiments d'échec, de mauvaise image de soi, de culpabilité et d'auto-accusation peuvent être pris dans une sorte de délire de culpabilité, où là, il y a une perte de contact avec la réalité. Ça fait partie là des indications d'hospitalisation souvent. Caroline Dublanche sur Europe 1. Je suis en direct avec le docteur Alain Gérard, qui est psychiatre et président du Congrès français de psychiatrie, qui se tiendra à Paris fin novembre. Et nous parlons de la dépression ce soir. Et tout de suite, nous allons accueillir Georges, qui est avec nous au 3921. Bonsoir Georges. Bonsoir Caroline, bonsoir à votre invité. Bonsoir monsieur. Donc moi je vous appelais parce que en fait je pense que je suis dépressif. Qu'est-ce qui vous fait penser ça? Parce qu'en fait je vais à des soirées, je m'ennuie beaucoup, je vais m'isoler quoi. En fait, je vais dans mon coin. Oui. Et dès que je sais qu'à un moment je vais avoir un coup de blues, je vais m'isoler puis je vais m'en aller de la soirée quoi en fait. Donc ça m'est arrivé déjà de renoncer d'aller dans des mariages ou dans des anniversaires. Et en fait... oui, j'allais vous demander si malgré tout, vous y allez. Ou est-ce que vous devez... Enfin, vous avez envie d'y aller ou est-ce que vous vous forcez à y aller? Je me force à y aller, donc j'y vais quand même. Mais bon, je sais qu'au bout d'un moment, on va dire environ une heure et demie, je sais que je vais pas aller bien. Donc je vais me cacher, puis je vais aller... me décompresser ailleurs et puis après je vais m'en aller donc voilà. Mais c'est la première fois que vous ressentez ce sentiment-là, de vous ennuyer, parce que on peut s'ennuyer en soirée sans être dépressif pour autant. Bien sûr, mais ça fait plusieurs fois que ça me le fait, donc au bout d'un moment je vais plus aller à ces soirées-là. Oui. Donc je vais même plus sortir en discothèque parce que j'arrive pas à m'amuser, donc je vois tout le monde qui s'amuse, je me suis dit ils ont de la chance, ils sont heureux et tout. Oui. Et c'est vrai qu'au bout d'un moment de toute façon ça sert plus à rien de sortir et de rester chez moi qu'elle se traite. Donc auparavant, est-ce que vous aimiez aller comme ça en soirée en discothèque? Oui. Donc là vous ressentez plus de plaisir à y aller. Non. Alain Gérard, oui. Est-ce que vous ressentez du plaisir dans d'autres activités de l'existence? C'est-à-dire si par exemple vous allez seul au cinéma ou si vous allez au théâtre ou si vous bouquinez ou si vous regardez la télévision ou si vous allez faire du sport. Est-ce que là, vous avez aussi cette perte de plaisir ou bien est-ce que c'est spécifiquement... J'ai la perte de ce plaisir-là aussi. En fait, là, je me suis inscrit dans un club de foot. Et donc, le dimanche, j'avais pas encore fait mon dossier de licence, donc j'ai passé mon examen de l'arbitre officiel, donc je l'ai eu. Oui, donc, félicitations. Merci. Donc, là, c'est un niveau amateur, donc je me suis quand même forcé à me dire, faut que je me bouge, faut que j'aille de l'avant, mais bon, quand je veux voir les gars jouer, je sais que je vais m'isoler tout seul, et puis je vais regarder les gars jouer, puis une fois que le match est fini, je m'en vais, quoi. Donc j'arrive pas non plus à aller envers les autres, de m'intégrer au groupe, c'est quelque chose qui est très difficile pour moi. Donc, et ce n'était pas le cas auparavant? Ce n'était pas le cas auparavant. Vous avez quel âge, Georges? J'ai 29 ans. Oui, vous êtes jeune. Puis en plus, je vous ai eu à l'antenne il n'y a pas vraiment aussi longtemps que ça. D'accord, mais est-ce qu'il y a un événement qui pourrait expliquer un peu cet état de retrait vis-à-vis des autres? Ouais, je pense que c'était dû en 2010. Parce qu'en fait, en 2010, j'ai eu beaucoup d'effets marquants qui m'ont beaucoup déstabilisé. D'accord, oui. Donc j'ai eu mon grand-père qui avait fait déjà un AVC en 2008, si mes souvenirs sont bons. 2004, pardon. C'est ça, je suis en train de rechercher la date, c'était en 2004. Donc c'est moi qui l'avais trouvé quand il a fait son AVC. Donc déjà, premier effet de choc. Et puis bon, après, ça allait mieux, j'ai remonté la pente et tout. Puis après, en 2010, justement, mon grand-père étant malade, on l'avait laissé seul avec ma grand-mère à la maison. D'habitude, il faisait jamais de bêtises. Et puis, sauf que là, il avait voulu faire chauffer le dîner, d'habitude, ce qu'il ne fait pas. Et il avait mis la casserole sur la plaque. Et justement, ça a fait dessouder la casserole sur la plaque et ça a failli mettre le feu à la maison. Donc ça m'a beaucoup choqué. Puis j'ai eu une rupture sentimentale à ce moment-là aussi. Donc je suis allé voir le médecin. Je suis passé sous anti-anxiolytique. Vous prenez des anxiolytiques en ce moment?
Ouais, juste après, au mois de mars 2010. Et là, vous vous demandez si la question que vous vouliez poser au docteur Alain Gérard ce soir, c'est vous vous demandez si vous n'êtes pas en train de faire une dépression. Ouais. Vous vous inquiétez. Je veux voir un psychiatre, parce que bon... vous êtes suivi. Ouais, ça fait 7 mois déjà, donc et puis bon, il y a un moment aussi pareil, mon chef m'avait dit un moment, au mois d'avril de cette année, il me dit que j'allais plus du tout bien, et que j'étais irritable, je lui répondais mais façon irritante. Donc puis bon, j'ai plus envie de voir personne non plus, donc je préfère rester seul dans mon coin. Et est-ce que votre psychiatre, qu'en pense-t-il lui? Vous lui en avez parlé? Oui, j'en ai parlé. Et en fait, il me prescrit pas de médicaments, donc je pense que ces jours je vais voir mon médecin généraliste pour qu'il me prescrive quelque chose pour me détendre, parce que je suis vraiment, enfin je veux dire, je suis presque à cran, quoi. Est-ce qu'il vous arrive d'avoir des idées noires? Ah oui, tout à fait. Oui. Il n'y a pas si longtemps que ça, il y a une semaine, j'ai eu des idées noires. J'avais demandé à un de mes amis, un de mes amis m'avait demandé comment j'allais, puis je lui ai dit que j'avais plus, mais j'avais envie de me retrouver entre 4 planches, donc ça voulait dire ce que ça voulait dire, quoi. Ouais. Et cette idée-là a disparu maintenant, ou bien elle arrive encore Elle arrive encore, oui. Là, je crois, Georges, que la situation que vous décrivez, plusieurs mois que vous n'allez pas bien, un traitement simplement anxiolytique qui ne vous soulage pas, une perte du plaisir, une tendance à l'isolement. Je ne vais pas faire ce que je dénonce tout le temps, c'est-à-dire un diagnostic hâtif. À la radio, oui. En même temps, c'est un peu la demande de Georges, oui. De savoir. Mais je pense en tout cas que vous devriez discuter avec votre psychiatre, qui là, si je comprends bien clairement, se place en position de psychothérapeute, c'est-à-dire qui ne veut pas vous prescrire quelque chose. Je pense que c'est pas qu'il ne veut pas, c'est qu'il a plus le droit de prescrire des médicaments. Votre psychiatre? Ouais. Il n'a plus le droit. D'accord. Il n'a plus le droit parce qu'en fait, apparemment, d'après mes amis qui vont voir le même aussi, il m'avait dit qu'il avait prescrit trop de médicaments, donc la caisse primaire d'assurance maladie lui avait retiré le droit de prescrire. Donc c'est pour ça que je préfère aller voir. Ça paraît étrange, Alain Gérard. Enfin, on va pas rentrer dans c'est un cas trop particulier. Mais en général, un psychiatre est à même de prescrire des antidépresseurs et des anxiolytiques. Je ne crois pas qu'une caisse d'assurance maladie puisse empêcher un médecin de prescrire des médicaments. Il peut attirer... Apparemment, c'est tout ce que m'avaient dit mes amis. Donc, ils m'ont dit qu'ils ne pouvaient plus prescrire. Donc, c'est qu'il y avait mais ces choses-là, il faut que vous en parliez directement à votre médecin. Je vous assure, posez-lui la question, dites-lui la vérité, dites-lui que vous êtes intervenu dans cette émission, que vous avez parlé avec un de ses collègues, que les symptômes que vous avez évoqués pouvaient faire penser que vous étiez véritablement déprimé et que le traitement anxiolytique en cours, prescrit par votre généraliste, n'était probablement pas suffisant. Et peut-être que si pour une raison ou pour une autre, il ne peut pas ou il ne veut pas vous prescrire de médicaments, peut-être il peut vous adresser à un collègue prescripteur, parce que ce serait quand même un peu dommage de laisser passer le temps et de laisser s'aggraver une situation qui ne se résout pas. Bien sûr, oui. Merci beaucoup, Georges, de votre intervention. Et donc, comme vous le conseille Alain Gérard, vraiment parlez-en avec votre psychiatre. Merci. Merci, Georges. Merci, Georges. Bon courage. Au revoir. Au revoir. Bonne soirée à vous. Bonne soirée. Alain Gérard, quelles sont les conséquences de la dépression? Georges nous disait que dans son travail, il y avait eu des répercussions. Son patron se plaignait qu'il était irritable. Quelles peuvent être les autres conséquences? Est-ce que, par exemple, le risque suicidaire est élevé? Le risque suicidaire dans les dépressions sévères, bien sûr. C'est pas le premier risque en termes statistiques, mais c'est le plus grave. Oui. C'est celui. C'est pour ça que j'ai posé la question à Georges de savoir ces idées noires. Georges nous dit quand même qu'il se voit entre 4 planches. Oui. Alors il y a beaucoup de manières d'aborder les questions des idées suicidaires. Il y a probablement une phase pré-suicidaire avec des idées qui peuvent survenir comme ça. On appelle ça des idéations suicidaires. Ensuite, il y a la phase où ces idées s'impose, où le sujet ne peut plus s'en détacher. Et puis il y a la troisième phase où il commence à organiser dans sa tête des moyens de passage à l'acte. Et à ce moment-là, évidemment, il faut
il faut s'inquiéter, il faut être très actif. Oui, mais est-ce qu'il en parle? Parce que souvent, les personnes dépressives se taisent. Non, c'est ça, vous dites la dépression, c'est une rupture muette. Alors, comment réagir? Comment l'entourage peut réagir? C'est pour ça que je pense que, pour répondre à votre première question, je crois que une des principales choses à retenir est que les patients doivent savoir, quand ils vont voir leur médecin, c'est que un médecin bien formé doit leur poser des questions. C'est actif, un interrogatoire. Ça n'est pas... moi, j'ai une formation analytique. Je reconnais que quand j'interroge quelqu'un qui est déprimé, ça n'a rien à voir avec ce qui se passait chez mon analyste, où il me laissait parler sans jamais intervenir. C'est deux manières tout à fait différentes de fonctionner. L'une n'exclut pas l'autre. Ça ne se situe pas au même moment du développement de l'histoire. Là, par exemple, le fait que Georges dise qu'en effet, il s'imagine entre quatre planches, c'est un élément très important du diagnostic. Il ne le disait pas. Oui, il a fallu que vous lui posiez la question. Mais donc laisser une personne, par exemple, qui serait en thérapie, elle n'aborderait pas forcément bien les choses parce qu'elle la parole est très ralentie. Absolument. Et il y a même certaines personnes qui pensent bien à tort qu'il ne faut pas poser ce type de questions parce que ça donnerait des idées aux gens. Évidemment que quelqu'un qui a ces idées-là dans la tête, c'est pas parce qu'on lui pose la question qu'elle va venir. Il faut au contraire oser poser l'ensemble des questions et même l'explorer dans le détail. Il nous arrive quand un patient évoque des idées noires et puis qu'on entre dans le détail de son scénario et que par exemple il nous dit que il a un revolver chez lui ou qu'il a une arme ou qu'il a une corde, on lui demande de nous l'apporter au cabinet. On lui demande, bien sûr. Oui, ça fait partie de la prévention. Absolument, ça fait partie des choses simples, mais pas évidentes. Vous pourriez vous reconvertir en armurier alors. On va essayer que non, parce que c'est quand même rare, mais ça arrive, c'est arrivé, oui. On va accueillir tout de suite Violette. Bonsoir Violette. Oui, bonsoir. Bonsoir. Donc oui, moi je vous ai envoyé un petit message pour vous parler un petit peu de moi. Ça fait à peu près 10 mois là que je suis en dépression. Ma situation est un petit peu particulière parce que je pense que des épisodes dépressifs, j'en ai fait plusieurs. Oui. Mais là, c'est un épisode très majeur. Et j'ai vraiment les médicaments me font pas grand-chose. Ça fait 10 mois que je suis sous antidépresseur. Je suis suivie par une hypnothérapeute. Oui. Et le problème que j'ai, c'est que j'ai des idées noires, justement, vous en parliez, qui m'apparaissent sous forme de flash. Oui, c'est-à-dire, comment ça se manifeste? C'est très fulgurant, c'est ça? C'est très très fulgurant. Oui. Le premier a eu lieu il y a à peu près 15 jours, 3 semaines, oui. Où j'allais au travail et j'ai vu que les arbres, en fait, et j'étais attirée par les arbres. Donc, je me suis tétanisée et j'ai été directement chez le médecin. Oui. Vous avez bien fait, oui. Donc, j'en ai suivi un arrêt de travail, tout ça, ça allait mieux. Et puis, par exemple, hier, en voiture, de nouveau, cette fois-ci, j'ai vu que les fossés. Et mon problème, c'est que la première fois que j'ai réagi, j'en ai parlé. Oui. Et je me sens très coupable parce que j'ai pas envie de mourir. Alain Gérard, la culpabilité est souvent très présente dans les états dépressifs sévères. Cette culpabilité dont nous parle Violette, qui en même temps a des flashs où elle se voit soit lorsqu'elle est au volant dans le fossé ou dans un arbre, et en même temps, paradoxalement, Violette nous dit bien qu'elle n'a pas envie de mourir. Oui, c'est fréquent, mais pardonnez-moi, je n'ai pas compris. Quelle est l'origine de votre culpabilité? Eh bien, c'est parce que j'ai des enfants que j'aime, un mari que j'aime, une famille, des proches, des amis, et quand j'ai ces idées, j'ai pas envie de les abandonner en fait. Et mon problème, c'est que je reste du coup avec mes idées et qui sont, j'ai l'impression d'être séparée en deux, quoi, d'avoir ma dépression et mes idées d'un côté et ma vie de l'autre. Oui. Alors, écoutez. Plusieurs remarques. Vous indiquez avoir fait plusieurs épisodes dépressifs. Oui. L'expérience et l'épidémiologie montrent bien que malheureusement, les patients qui ont été plusieurs fois
atteints par des épisodes, en particulier des épisodes sévères, sont devenus plus fragiles et que la tendance à la chronicisation augmente avec le nombre d'épisodes. En particulier, si les épisodes initiaux n'ont pas été suffisamment bien traités. C'est ma première remarque. La deuxième, c'est que moi je vois beaucoup de gens qui viennent consulter après des mois et des mois de traitement, et souvent le fait d'être sous antidépresseur n'est pas une réponse suffisante. Il y a des quantités de manières d'utiliser les antidépresseurs. Les molécules ne se ressemblent pas toutes. Probablement que beaucoup de gens ne réagissent pas aux antidépresseurs, soit parce qu'ils n'ont pas trouvé la bonne molécule, soit parce que la posologie qui leur est administrée ne convient pas, soit parce que certaines stratégies plus insistantes de traitement ne sont pas utilisées. Quand un patient chez qui le diagnostic est certain ne réagit pas à des traitements, qu'est-ce qu'on peut faire ? Il faut se poser deux questions. Ou bien il existe des facteurs psychologiques chroniques qui succèdent souvent aux épisodes antérieurs. C'est-à-dire que quand on a fait déjà des épisodes dépressifs, le cerveau n'est pas indemne. Il garde des sortes de traits psychologiques, de traces psychologiques qui font que des pensées négatives, que l'image de soi est atteinte, est enquistée. Et il existe au niveau du cerveau des traces biologiques. Les circuits neuronaux ont gardé des fragilités et des vulnérabilités liées aux épisodes antérieurs. Il faut donc à ce moment-là être plus agressif sur le plan médicamenteux. Ça suppose des stratégies qui sont assez bien codifiées, avec des associations de médicaments, avec des potentialisations de médicaments. Il ne faut pas se contenter de garder X milligrammes d'un traitement pendant quelques mois. Si ça ne marche pas, il faut vraiment en parler et changer. Bien sûr. Et le second aspect est d'essayer de comprendre, là quand je vous entends, j'ai le sentiment que vous avez l'impression que votre vie est d'une certaine manière en impasse, que vous ne pouvez rien. Ça peut être lié purement à la dépression, ça peut être lié aussi à des situations de vie où, lorsqu'on analyse la situation objective, on peut penser qu'il y a des choses inévitables. Or, c'est pas la réalité qui est insupportable, c'est généralement la manière dont on fait avec la réalité. Et là, je crois qu'il faut des psychothérapies qui là aussi sont actives, des psychothérapies qui proposent des solutions, qui aident à rechercher des solutions, et là, par rapport à des situations bloquées, pas obligatoirement des écoutes purement analytiques, purement de verbalisation des conflits. Oui, parce que c'est vrai que le dernier épisode dépressif, il a réactivé un des premiers. Le premier était le choc de l'annonce d'un handicap d'un de mes enfants. Et le deuxième, l'annonce d'un deuxième handicap chez un autre enfant. Et alors, vous voyez, c'est ce que je suggérais. C'est-à-dire que vous vous trouvez dans votre vie devoir faire face à une situation qui est objectivement une situation préoccupante, douloureuse, et qu'à ce moment-là, vous devez être aidé à trouver une distance meilleure, plus adaptée à la réalité de votre difficulté. Et là, par exemple, quand je pense à la culpabilité, évidemment qu'on sait bien que chez tous les parents, quand un enfant est porteur d'un handicap, ça réveille toujours une culpabilité, même s'ils n'y sont, bien entendu, pour rien. Oui. Oui, donc c'est peut-être au niveau de votre prise en charge qu'il faudrait revoir, ne pas rester avec cette souffrance morale aussi forte, aussi intense, et revoir à la fois sur le plan du traitement, et peut-être sur la méthode aussi, quelque chose, avoir un thérapeute plus actif, si je vous comprends bien. Enfin, parce que Violette vous êtes avec une hypnothérapeute là. Oui. Donc c'est ça. Avec laquelle ça se passe très bien. Ça se passe bien avec elle. Bon, c'est important. Ça se passe bien avec elle. On a soulevé beaucoup de choses, mais voilà, pour l'instant, et le médecin veut pas changer. Il m'a augmenté les doses de mon traitement, mais
mais il veut pas changer de molécule parce que, comme je suis soumise à des crises de panique, elle a peur que les crises de panique reviennent avec le changement de molécule. Écoutez, pardonnez-moi, je ne vais pas faire le malin trop, mais là, vous nous expliquez que ça fait des mois que vous allez mal, Oui. Même si vous avez besoin de garder une molécule par rapport à la prévention des attaques d'angoisse. Je pense que on a parfaitement le droit d'associer 2 antidépresseurs. Il existe des quantités de situations où la pression biologique qui est exercée sur le cerveau par un seul médicament n'est pas suffisante. Il faut la booster, il faut l'augmenter, et à ce moment-là seulement, on voit une amélioration de l'humeur. D'accord. Merci beaucoup, Violette. Merci à vous. Et prenez soin de vous. Merci, au revoir. Au revoir. Au revoir. On marque une petite pause musicale et on se retrouve dans quelques instants. Sur Europe 1. Nous parlons de dépression ce soir sur Europe 1 avec le docteur Alain Gérard, psychiatre, qui est l'auteur de Dépression, la maladie du siècle, paru aux éditions Albin Michel, ainsi que de Vrais déprimés, fausses dépressions dans la collection Flammarion. C'est l'édition Flammarion, collection Poche. Alain Gérard, la dépression touche-t-elle autant les hommes que les femmes ? Elle touche davantage les femmes. Pourquoi ? Est-ce qu'on sait pourquoi ? Plusieurs hypothèses. La plus évidente, c'est celle des facteurs hormonaux. Et on sait bien que chez les femmes, des dépressions surgissent chez certaines dans les périodes du postpartum, après la grossesse. Oui. Qu'est-ce qui distingue justement une dépression postpartum d'un baby blues plus classique ? C'est plus intense, Oui. c'est beaucoup plus préoccupant. Oui. Ça survient en général un peu plus tardivement. Et c'est assez souvent couplé avec une maladie plus marquée de l'humeur, en particulier un trouble bipolaire. Et si c'est lié si ça peut être lié au système, au fonctionnement hormonal, est-ce que la puberté, justement, la grossesse, vous en parliez à l'instant, mais la ménopause peuvent être considérées comme des périodes à risque ? Oui, mais là l'intrication des variables est extrêmement forte, parce que quand on fait une analyse plus sociologique des dissymétries hommes-femmes, on voit aussi que souvent les dépressions surviennent chez les femmes qui ont un moins bon niveau d'éducation, un moins bon niveau d'insertion sociale. Il y a beaucoup de variables qui se mêlent probablement pour expliquer les différences hommes-femmes. Mais le fait que l'humeur soit beaucoup plus modifiée chez les femmes, le syndrome prémenstruel par exemple, qui n'est pas une dépression, mais qui est quand même une modification de l'humeur, montre bien que le rôle des hormones dans les régulations. Mais là, on n'est pas dans la maladie. Là, on n'est plus dans les fluctuations normales. Dans la maladie dépression, existe-t-il des facteurs de vulnérabilité ? Alors oui. Il existe des facteurs de vulnérabilité. Ça, c'est une question complexe, assez passionnante. Il y a probablement un socle biologique qui fait que certaines personnes sont plus fragiles que d'autres pour des motifs, pour des choses qui sont dans leur génome. C'est la vulnérabilité initiale. Sur cette vulnérabilité initiale de naissance viennent se greffer ensuite toutes les modifications qui vont être liées à l'environnement, à des stress précoces, à des abandons précoces, à tous les événements de vie. Et on sait maintenant qu'il peut y avoir dans un second temps une modulation du génome initial. Le génome, vous pouvez rappeler ce que c'est ? L'hérédité ADN. Et l'environnement, le mode éducatif fait que la personne va adopter un espèce de style d'adaptation à l'existence. Et il y a une période probablement qui est très importante, qui est une période que une analyste anglaise, Mélanie Klein, appelait la position dépressive, qui est le moment où le petit enfant apprend véritablement pour la première fois à se séparer de sa mère. Probablement que la manière dont se fait cette séparation peut expliquer ultérieurement comment on va pouvoir ou pas se séparer de certains objets d'amour ou d'attachement. Et puis, ensuite, à partir de cette vulnérabilité biologique de base modulée par les premiers événements de la vie, arrivent les facteurs secondaires de stress
C'est-à-dire ce qui va faire qu'au cours du développement, on va se confronter à des situations particulièrement difficiles et que là, des vulnérabilités vont venir s'augmenter. Une première dépression arrive, si tout se passe bien, on en guérit, mais on n'en sort pas absolument indemne. C'est ce que je disais tout à l'heure. Il reste probablement dans le cerveau des traces qui demeurent et qui vont se réactiver dans une seconde dépression. Et puis il reste aussi des traces psychologiques, c'est-à-dire que c'est pas rien de faire une dépression, c'est pas rien de rentrer en clinique, c'est pas rien de prendre des médicaments, c'est pas rien que de vivre cette éprouvée-là. Si ensuite on en sort positivement, si on comprend ce qui est arrivé, ça passe. Si la dépression est mal soignée, si on n'en sort qu'à moitié, si on ne comprend pas ce qui s'est passé, probablement que ces modifications cérébro-fonctionnelles restent inscrites et vont rendre le sujet vulnérable. Alors j'ai une question là de Marielle par mail qui dit la dépression est-elle héréditaire ? Marielle précise, j'ai 25 ans, je me sens pas du tout dépressive, à peine sujette parfois à une certaine mélancolie très normale, mais ma mère est dépressive chronique depuis que je suis enfant, mon père a connu une dépression grave et rapide, si sévère qu'elle a fini par un suicide à 50 ans, aussi j'ai parfois peur qu'un jour cela me tombe dessus. Marielle le met entre guillemets. Est-ce que des antécédents familiaux de dépression peuvent-ils être un facteur de risque, un facteur de vulnérabilité ? Écoutez, on est obligé de dire oui, mais vraiment oui, mais. Parce que par exemple, lorsque vous parlez de votre mère qui est restée dépressive toute sa vie, il y a des personnes, on appelle ça des personnalités dépressives, qui toute leur vie vont apparaître pas bien, tristes, douloureuses, et ces personnes-là ont une maladie de la personnalité et pas forcément une dépression, au sens, par exemple, d'un état qui serait sensible aux antidépresseurs. Votre père, c'est une autre histoire. Le fait que son histoire, malheureusement, si j'ai bien compris, se soit terminée par un suicide, fait que il faut savoir que ça existe, il faut que les médecins qui vous soignent soient informés de ce qui vous est arrivé. Il faut certainement pas ne penser qu'à ça, mais sans qu'on sache bien le localiser, il existe probablement des familles chez lesquelles la tendance à l'impulsivité suicidaire est plus importante que chez d'autres. Ça oblige à être vigilant, ça oblige, si vous sentez à un moment qu'au-delà des petits passages que vous décrivez de mélancolie normale, à un moment, pendant des jours et des jours de suite, vous sentez votre humeur se fermer, se noircir, que des idées noires surviennent, que vous voyez apparaître et s'accumuler les nuages, à ce moment-là, il faut consulter sans tarder et rappeler qu'en effet, votre père s'est suicidé. Merci. Des séries de questions qui arrivent par SMS au 7 39 21. Angie qui demande l'hyperactivité, la boulimie ou autre addiction peuvent-elles masquer une dépression ? Elle ne la masque pas vraiment si on fait un interrogatoire bien conduit. Elle montre simplement qu'il y a, on appelle ça des comorbidités. C'est-à-dire qu'en fait, il y a deux maladies. Il peut y avoir une maladie dépressive et puis à côté, une maladie ou des symptômes de troubles du comportement alimentaire, ou addiction. C'est vrai que les liens, malheureusement, entre addiction et dépression sont extrêmement fréquents. Marie, qui a 19 ans et qui dit « Je me sens concernée par la forme de dépression qu'Alain Gérard décrit être la plus difficile et dangereuse. Je ne suis pas suivie car j'ai le sentiment que personne ne peut m'aider. » Ça, c'est malheureusement une difficulté qu'on rencontre souvent, que l'entourage rencontre ou même il ne se rend pas toujours compte. Vous en parliez, la personne véritablement dépressive a du mal à demander de l'aide, à consulter. Oui. C'est bien pour ça que cette maladie est dangereuse, mais je vous assure, vous ne me connaissez pas, mais croyez-moi, que dans ces formes sévères, je dirais qu'à la limite, c'est là où des traitements bien conduits sont probablement les plus actifs. Ce qui est compliqué, c'est que
c'est pas comme un antibiogramme, on a une infection, on fait un antibiogramme, on trouve le bon antibiotique tout de suite. Dans les dépressions un peu sévères, on ne trouve pas toujours la bonne molécule, on ne trouve pas toujours la bonne posologie, on ne trouve pas toujours la bonne association de traitement. Parfois, il faut le dire, on s'en sort pas en ambulatoire. Il nous arrive à tous de faire rentrer des patients en clinique, à l'hôpital, pour y voir plus clair. Il arrive, la question n'est pas encore sortie, mais osons le dire, il existe des formes de dépression qui ne sont par exemple sensibles qu'aux sismothérapies, ce qu'on appelle les électrochocs. Je pense vraiment que c'est encore utilisé, c'est une question de Didier, pour soigner des formes graves de dépression. Oui, c'est utilisé relativement rarement, mais c'est utilisé quand, après plusieurs traitements médicamenteux bien conduits, après un bon soutien psychologique, on ne vient pas à bout d'un état dépressif qui reste dangereux, qui se chronicise, avec des idées suicidaires. Oui, il arrive qu'on prescrive encore des sismothérapies. Après le journal de minuit, nous continuerons à parler de la dépression, des traitements antidépresseurs, de comment soigner la dépression et surtout comment la prévenir. Donc restez avec nous, nous sommes encore ensemble pendant 1 heure. La dépression, maladie du siècle, on en parle ce soir avec mon invité, le docteur Alain Gérard, qui est psychiatre et qui est l'auteur de 2 ouvrages, Dépression, la maladie du siècle, paru aux éditions Albin Michel, ouvrage que vous avez écrit avec le CRED, collectif de réflexion sur la dépression, et également vous avez coécrit avec Monique Brémond, qui est psychanalyste, Vrai déprimé, fausse dépression, aux éditions Flammarion, collection Chant. Alors, justement, on dit dépression, maladie du siècle. Mais là, j'ai une question de Ninon qui dit, est-ce vraiment une maladie du siècle? Parce que dans la littérature des siècles passés, on parlait de spleen, de langueur. La dépression existait déjà, mais sous d'autres noms. Ah oui, la dépression en particulier, sous sa forme grave de mélancolie, elle est décrite depuis l'Antiquité. Oui. Ça ne date pas d'aujourd'hui. La question est que le nombre de gens qui sont aujourd'hui diagnostiqués augmente sans cesse. Probablement. On l'explique, oui. Depuis la guerre, ça ne fait qu'augmenter. Beaucoup d'hypothèses. Pour moi, la plus importante est que on a élargi, et je pense on a trop élargi la définition de la dépression. C'est-à-dire que je pense que ce qu'on appelle dépression légère, en réalité, c'est plus un trouble de l'adaptation qu'un vrai état de maladie. Et que donc, les données de l'épidémiologie, la manière que l'on a de recueillir les données sur l'état de santé de la population, fait qu'on analyse mieux les situations, qu'on voit donc davantage apparaître quelque chose. L'autre possibilité est que pour des raisons de développement, de mode éducatif, un certain nombre de gens soient devenus moins résistants à un certain type de difficultés. Alors, pas forcément des difficultés comme on rencontre dans les guerres, mais des difficultés qu'on peut être plus avoir avec les situations de stress répétées, avec des situations, par exemple, de harcèlement au travail, avec tout un contexte où l'organisme est soumis à une sorte de succession et de juxtaposition de stress différents qui font qu'au bout d'un moment, les capacités de coping, de faire face, sont débordées. Et à ce moment-là, on glisse petit à petit dans ces troubles de l'adaptation, avec une humeur dépressive, et puis à la fin, dans la vraie dépression maladie. Alors, parlons un petit peu des antidépresseurs, parce que régulièrement, l'information en direction du grand public souligne la surconsommation française d'antidépresseurs. N'y a-t-il pas des effets pervers à diffuser ce type de message ? Oui, merci de votre question. Il y a deux choses. C'est probablement vrai que, au cours des 15 dernières années, des quantités de gens qui n'avaient pas besoin d'antidépresseurs
ont reçu ce type de médicaments. Il faut se souvenir que les premiers antidépresseurs, les grands ancêtres, ceux qui ont été découverts autour des années 50-60, pour ne pas les nommer, l'anafranil, le tofranil, les Imaol, le marsilide, étaient des médicaments extrêmement puissants, mais qui avaient des effets secondaires extrêmement gênants. Donc, on hésitait à les prescrire. Les médecins se méfiaient, parce qu'on se suicidait avec ces médicaments. Les antidépresseurs modernes, récents, sont beaucoup mieux tolérés. Et par ailleurs, ils n'ont pas seulement un effet dans la dépression, ils ont des effets dans beaucoup d'autres pathologies. Ils ont des effets favorables dans l'anxiété généralisée. Ils ont des effets... Enfin, les indications se sont modifiées. Mais je crois qu'il est exact de dire, et je reçois régulièrement des patients chez qui je retire les antidépresseurs parce que je considère qu'ils ne relèvent pas de médicaments de ce type, mais qu'ils relèvent d'autres formes de traitement. Et l'autre perversion actuelle est que pour attaquer ces antidépresseurs, on dit à leur sujet des choses inexactes. On a prétendu par exemple que les antidépresseurs n'étaient pas plus actifs que des placebos. C'est parfaitement faux. C'est pas plus actif que des placebos quand c'est donné à des catégories de patients qui ne sont pas vraiment déprimés. À ce moment-là, en effet, l'antidépresseur ne marche pas mieux. Quand on le donne à des gens qui sont véritablement malades, il est évident que les antidépresseurs ont une action très supérieure, non seulement à des médicaments placebo, mais à un certain nombre de médecines naturelles. Oui, telles que la phytothérapie. Moi, j'ai rien contre la phytothérapie, les plantes ou ces autres types de médecines, mais à condition qu'on les donne aux gens qui en ont besoin. Et ça, je trouve que de disqualifier des médicaments pour les faire moins prescrire est un jeu dangereux, parce que ceux qui vont payer les pots cassés sont les gens qui en ont vraiment besoin. Et c'est eux qui vont arrêter leur traitement. C'est eux qui vont les arrêter brutalement. Alors qu'il ne faut jamais arrêter brutalement un antidépresseur. Qu'est-ce qui se passe si on arrête brutalement son antidépresseur? Parce que souvent, les effets secondaires, comme vous dites, font que les personnes arrêtent, ou aussi parce qu'elles se sentent mieux, parfois. Mais même si on se sent mieux, voilà, même si on se sent mieux, il faut continuer un certain temps pour que l'effet initial se renforce. Et quand on parle de 2-3 mois de traitement après l'amélioration, c'est bien parce que des études ont montré que si on l'arrête plus tôt, les gens rechutent immédiatement. Et de toute façon, c'est quelque chose qui se négocie, qui se discute avec son médecin. Il faut discuter avec le médecin. Il faut pas lui mentir, il faut pas ne pas le prendre sans rien lui dire. Le patient, il a des droits, il a le droit de se faire entendre. Alors vous en parlez justement des questions importantes dans votre livre, La dépression, maladie du siècle, des questions à poser, que le patient devrait poser à son médecin en fin de consultation. C'est important parce que souvent on n'ose pas intervenir et vous dressez toute une liste de questions. Je pense qu'aujourd'hui le système médical, les médecins, ils font équipe avec le patient, ils partagent les choses. Donc le patient, il a le droit de demander, il a le droit de dire, écoutez, vous êtes gentil, mais moi j'ai pris 6 kilos, je vais peut-être mieux, mais j'en ai marre. Ou bien, bah oui, mais enfin écoutez, ça fait des mois que vous me laissez avec ce traitement-là, vous me dites que j'en ai besoin pour pas retomber malade, mais j'ai plus du tout de vie sexuelle, qu'est-ce que je fais? C'est-à-dire que c'est pas oui-non, c'est du sur-mesure. C'est nous, on est là pour essayer, bien sûr, d'empêcher que des gens retombent malades, mais on n'est pas là non plus pour ni les abrutir, ni leur empêcher une vie épanouie. Tout ça se discute, et ça ne peut se discuter que s'il y a une vraie compréhension. Plein de fois, par exemple, des gens se repartent avec des ordonnances, je les vois arriver, ils me disent, mon médecin m'a donné ça. Pourquoi? Qu'est-ce que vous en attendiez de ce traitement? Ils ne savent pas. Je pense qu'il faut dire au médecin, voilà, vous m'avez prescrit ça, quel est votre diagnostic? Est-ce que je suis malade? Ces médicaments que vous me donnez, je vais les prendre dans combien de temps? Qu'est-ce que je dois en attendre comme effet? Qu'est-ce qui se passe si je les arrête? Enfin,
être là aussi proactif. Et c'est difficile parce que, comme je le disais, le patient déprimé, il n'est pas allant, il n'est pas actif. Oui. C'est pour ça qu'à la fin du bouquin, on l'a mis noir sur blanc parce que je crois que c'est quelque chose à apprendre. Oui. Ça pose aussi la question de la formation des médecins. Sont-ils suffisamment formés, tant les médecins généralistes que les médecins psychiatres? Parce que j'ai appris en lisant votre livre que dans leur cursus, il y avait seulement quelques heures consacrées à la dépression. Les psychiatres ont une formation au sujet de la dépression plus importante. Non, ce qu'on a remarqué, parce qu'avec le groupe de travail qui constitue le CRED et où il y a plusieurs professeurs de faculté, on regrettait un peu que selon les régions, selon les universités, il n'y ait pas vraiment d'homogénéité dans la formation. Et que selon qu'on est formé à Brest, à Lille ou à je ne sais quelle ville, citons, personnalisons pas les choses, on peut faire toute une carrière sans par exemple avoir appris un mot de neurobiologie ou sans avoir appris pratiquement un mot de psychanalyse. C'est en train de changer, le programme universitaire évolue actuellement, mais c'est vrai que jusqu'à présent, il y avait un manque d'homogénéité. Les internes, les jeunes générations s'en plaignent. Ils prennent comme modèle le modèle suisse où un psychiatre en Suisse, il passe obligatoirement 6 mois dans chacune des disciplines pour au moins être sensibilisé aux différentes approches. La formation des généralistes, pour être sincère, je pense que en théorie, ils ont tous les moyens d'apprendre à interroger un sujet déprimé et à le soigner, mais il y a une question de temps et puis il y a une question de goût. Je pense que la relation avec la souffrance psychique, ça suppose de la part du médecin une sorte d'empathie particulière. Il faut pour entrer en relation avec des gens qui ont des souffrances mentales, une capacité qui n'est probablement pas partagée par tous. Moi, je suis frappé de voir comment des correspondants me téléphonent avec une connaissance vraiment très très intime, très très en détail de la personne qui m'adresse, et d'autres ne m'appellent jamais ou semblent éloignés peut-être par angoisse personnelle par rapport à ces questions. Oui. Remarquez, ça doit être compliqué, vous qui recevez beaucoup de personnes souffrant de dépression, vous êtes vraiment un spécialiste de la question, ça doit être compliqué à un moment de ne pas se laisser atteindre soi-même, envahir par cette somme de souffrance psychique. Oui, ça, en principe, on est formé à ne pas ressentir les échanges et à ne pas être des éponges en face de cette question-là. Ce qui est difficile, c'est quand on tombe, pense à certains collègues en particulier, dans des zones vraiment difficiles, où là, le rôle social du médecin est touché. C'est-à-dire que pour exercer de la médecine et pour soigner des gens, il faut quand même que leurs conditions matérielles, de sécurité, de travail, soit un tout petit peu rempli. Et là, le médecin, il peut se trouver dans des positions difficiles. Il a vraiment besoin à ce moment-là d'une aide sociale complémentaire. Oui, parce que si on essaie de soigner l'humeur dépressive, mais qu'à côté de ça, la personne est dans vraiment des conditions matérielles très difficiles, voire dans une grande précarité, compliqué si on ne peut pas changer aussi un peu, améliorer son environnement. Les études montrent bien que le contexte est déterminant. Pour bien se soigner, il faut mieux avoir un environnement soutenant, une situation sociale stable, un minimum de moyens. C'est vrai que là, il y a une grande dissymétrie. Bonsoir Jacqueline. Bonsoir Caroline. Bonsoir. Alors moi, je vis depuis 20 ans avec un mari qui a fait une très grosse dépression il y a 20 ans et qui tous les ans répète cette maladie. Actuellement, il a 78 ans. Oui. Et il est en pleine dépression sévère avec des bouffées délirantes. Oui. Il est ruiné. Mais effectivement, il n'est pas malade. Comme le docteur a dit, ce genre de personne ne se sent pas malade. Je ne sais pas du tout quelle attitude avoir envers lui, parce que normalement, il vit normalement, il va chercher les petits-enfants à l'école, il fait des courses, Et tout d'un coup, il est ruiné, il pleure comme un bébé
parce que on attend la police qui vient nous mettre en prison parce que voilà, parce qu'on est ruiné. Il pense qu'il est ruiné. Ah oui, il est D'accord, ruiné. oui. Et le psychiatre a dit que c'est des délires classiques chez les déprimés sévères. Mais il souffre de bipolarité, vous dites ? Oui. Alain Gérard, est-ce que justement la dépression qu'on rencontre dans les états bipolaires est identique à la maladie dépression dont vous nous parlez ? Non. C'est une forme évolutive différente, c'est une entité différente, puisque chez les gens atteints de troubles bipolaires, les phases dépressives extrêmement sévères, et elles sont souvent dans les formes bipolaires très sévères, alternent avec l'inverse, c'est-à-dire avec des phases euphoriques, avec des phases au cours desquelles les patients se sentent en pleine forme, sont hyper optimistes, ont 15 idées à la minute, et c'est la répétition de ces alternances qui fait de cette maladie une forme très handicapante et très dangereuse. Ces patients-là, il faut le dire, ces patients-là sont parmi les patients qui se suicident malheureusement le plus souvent. Alors, quand je vous écoute, madame, je ne sais pas quel traitement a votre mari. Le traitement des troubles bipolaires est fait par ce qu'on appelle des médicaments régulateurs de l'humeur, des thymorégulateurs. J'ai une question de Jean-William qui demande si on peut coupler un antidépresseur et un régulateur d'humeur. Oui, bien sûr. Et normalement, la stabilité de l'humeur chez les bipolaires, elle est obtenue par un régulateur de l'humeur, et si un seul régulateur de l'humeur ne suffit pas, il arrive qu'on en associe 2, il arrive qu'on en associe 3. Et en m'entendant vous répondre 3 régulateurs de l'humeur, je mesure combien c'est compliqué de faire comprendre que quand on utilise avec bonne foi, avec bon sens ces médicaments, ça peut apparaître comme une sorte de toute-puissance liée aux drogues. Mais il faut bien comprendre que le cerveau, c'est un organe comme les autres. Dans toutes les autres situations médicales, quand une maladie résiste, on associe des traitements. On est agressif avec la maladie. Même pour des migraines, par exemple, oui. on associe, on fait de la bithérapie ou de la... Oui, donc le problème à bien comprendre, c'est que si on rentre dans le traitement médicamenteux avec des psychotropes, bien sûr, il faut savoir ce qu'on fait, mais il faut aller jusqu'au bout. Et si ça ne marche pas, il faut être plus exigeant avec les traitements. C'est probablement là quand même où les psychiatres ont une plus grande spécialisation dans le maniement de ces drogues. Et là, ce que vous me dites, madame, il n'est pas complètement... Bien sûr, il existe des formes extrêmement résistantes, mais il n'est pas complètement normal que votre mari ne soit pas mieux stabilisé après 10 ou 15 ans de traitement. Il existe en France des centres experts qui sont très spécialisés dans la prise en charge de ces patients difficiles. Ça vaut peut-être la peine qu'ils consultent. Et ils se trouvent dans des hôpitaux ? Pardonnez-moi de vous interrompre. Ces centres experts. Oui, c'est une association qui s'appelle Fondamentale, qui a des centres dans différentes villes de France et qui se sont hyper spécialisés dans l'évaluation de ces pathologies difficiles. Mais liées à la bipolarité ou à la dépression ? À la bipolarité. À la bipolarité. Fondamentale, l'association. Oui. On la trouve sur Internet ? Oui, bien sûr, absolument. D'accord. Parce que mon mari n'a eu que des antidépresseurs et suite à ça, il a perdu la vue à un œil, paraît-il, parce qu'il souffrait d'un glaucome. Donc ça fait 4 ans que plus personne ne lui donne de médicaments. Donc moi je voulais vous poser une question. J'ai trouvé Allez-y, Jacqueline. Pardon ? Allez-y, Jacqueline. J'ai trouvé que dans un journal une nouvelle thérapie qui s'appelle la stimulation magnétique transcrânienne, qui est moins agressive que des électrochocs qu'on voulait lui faire il y a 2 ans. Mais dans ma ville, ça ne se fait pas et il n'y a jamais eu de lit de libre pour le faire. Donc, je voudrais demander au docteur ce qu'il pense de cette nouvelle thérapie. Ça n'a rien à voir avec les électrochocs, alors ?
La stimulation magnétique transcranienne. Oui, Alain Gérard. Il va vous répondre, Jacqueline. La RTMS est une technique de traitement où, à partir d'un aimant, on provoque au niveau du cortex préfrontal, enfin dans certaines zones du cerveau, des impulsions électriques. Et les recherches actuellement cherchent à préciser les zones qu'il faut soumettre à ces impulsions électriques. Ça a été agréé aux États-Unis en 2008. Il y a en France des évaluations multicentriques en cours. On en parle beaucoup. Je pense personnellement que pour l'instant, mis à part certains centres, et alors je pense que si vous n'avez pas de sismothérapie dans votre ville, vous avez peu de chances d'avoir... Pas dans ma ville, monsieur docteur. Il faudrait que j'aille ailleurs. Oui, mais écoutez, je pense que avec la gravité de ce que vous évoquez, ces délires de ruines, ces délires de ruines sont dangereux. Je pense que ça mériterait de rediscuter l'indication de sismothérapie. Et s'il n'y en a pas dans votre ville, votre mari peut entrer en clinique ou en hôpital dans une ville voisine. Et je trouve que ça mériterait quand même d'explorer cette voie de traitement qui est aujourd'hui parfaitement codifiée, parfaitement sûre, y compris d'ailleurs chez les personnes d'un certain âge. Et puis je vous dis, revoir la question, parce que si vous me dites qu'il est traité seulement par des antidépresseurs, je pense que c'est dommage. Je pense qu'il faut penser au régulateur de l'humeur. Merci Jacqueline de votre confiance et bon courage. Merci beaucoup, madame. Caroline Dublanche. Quand on parle de dépression. Alors, Alain Gérard, Jacqueline nous parlait de son mari qui... présente donc des troubles bipolaires, mais la dépression de la personne, son mari qui a 78 ans, la dépression de la personne âgée n'est-elle pas sous-évaluée, ne passe-t-elle pas inaperçue dans la mesure où on peut la confondre avec les troubles liés au vieillissement ? Oui, le principal piège chez les gens d'un certain âge, c'est de se dire que quand on n'a plus de tel âge, après tout, c'est bien normal d'être triste, c'est bien normal d'avoir des idées grises ou noires, et que dans le fond, il n'y a pas grand-chose à faire puisqu'on ne va pas les rajeunir. Or, c'est pas vrai. D'ailleurs, il suffit de voir comment un sujet âgé qui a été traité pour une dépression se retrouve après le traitement en se disant mais enfin comment j'ai pu penser ça en sortant complètement transformé. C'est probablement quelque chose qu'il faut suivre de très près dans les maisons de retraite, dans des quantités de situations d'isolement. Il faut savoir que une des particularités du sujet âgé, c'est de présenter un pic de suicide élevé. Les gens âgés se suicident volontiers et c'est une pathologie qui peut prendre des formes un peu différente de celle de l'adulte, avec en particulier beaucoup de manifestations somatiques, beaucoup de manifestations d'anxiété, ou bien ce qu'on appelle syndrome de glissement, c'est-à-dire quelqu'un qui insensiblement se laisse mourir, se laisse aller. Oui, là, il ne faut pas se contenter de dire c'est parce qu'il est vieux, il en a marre de la vie. On peut aussi prendre en charge, soigner cette douleur morale qu'il y a derrière. Absolument, mais vous savez, je pense que une des particularités, la psychiatrie, c'est de la médecine. C'est une médecine particulière, mais c'est de la médecine. C'est-à-dire que les modèles de pensée, les modèles de compréhension, les modèles de diagnostic, les modèles d'interrogatoire, ils sont toujours les mêmes. Il faut aller chercher un certain nombre d'informations. Il ne faut pas se contenter d'a priori. Il ne faut pas... Regardez, par exemple... Une erreur bien classique, et elle existe malheureusement, c'est le sujet âgé, c'est on fait un diagnostic de cancer. Alors on dit voilà, il a un cancer, donc c'est bien normal qu'il n'aille pas bien. Et à ce moment-là, on a fait le premier diagnostic, mais on n'a pas fait le second. Et ça n'est pas parce que on a un cancer qu'il est légitime d'être déprimé. Oui, mais ça veut dire qu'une personne qui souffre d'une maladie somatique, on peut passer finalement assez souvent à côté d'une dépression ? Oui. D'un diagnostic de dépression ? Oui. Des quantités d'études ont montré comment, dans le modèle de pensée médicale, une fois qu'on a trouvé un diagnostic, bien souvent, on n'en cherche pas un second. Et pourtant, est-ce que la dépression a une influence sur l'évolution de la maladie somatique ?
Oui. Vous parlez du cancer, mais d'autres maladies chroniques. Oui. Oui. Ça, c'est un sujet extrêmement compliqué. Il y a 30 ans de recherche sur les liens entre corps et esprit, mais bien entendu. Et puis, de toute façon, pour le confort de la personne, pour la force que ça lui donne à lutter contre sa maladie. Bonsoir Marie. Bonsoir, oui, je pense que c'est à moi. Oui, c'est à vous Marie, vous êtes à l'antenne. Oui. Donc je vais essayer d'être un peu concise. Oui, je vous remercie. Je suis inquiète pour une de mes filles. Donc nous avions adopté 3 enfants avec mon mari. Mon mari est décédé, donc mes filles avaient 7 et 9 ans. Donc la dernière de mes filles a actuellement 33 ans. Si vous voulez, c'est celle dont le père est décédé, elle avait 7 ans. Oui. Donc mon mari, si vous voulez, et donc depuis la naissance de son second enfant, qui a maintenant 3 ans, elle a fait plusieurs tentatives de suicide. Donc elle est soignée pour dépression, semble-t-il, mais bon, je ne sais pas si c'est vraiment que dépression ou si c'est autre chose. Bon, la question que je me pose, moi, c'est comment faire pour tomber sur les bons thérapeutes, j'allais dire être prise en charge correctement. Si vous voulez, elle est à nouveau hospitalisée là depuis un mois, où j'ai l'impression, mais moi c'est mon analyse personnelle, que chaque fois on rajoute des médicaments et voilà, et c'est un peu la seule réponse que l'on donne pour l'instant. C'est-à-dire qu'il n'y a pas jamais, on lui a proposé parallèlement aux médicaments une prise en charge par la parole, une psychothérapie associée. Ça a été proposé si elle a suivi ça entre 2 hospitalisations, si vous voulez, entre l'année dernière et cette année, ça a été proposé. Mais bon, elle l'a suivi plus ou moins bien. Est-ce que vraiment elle en a compris l'importance? Je ne sais pas. C'est une vraie question. Parce que là aussi, ça suppose un investissement personnel important, avec toute son histoire d'enfant adopté. Puis à nouveau, l'impression d'avoir été abandonnée à nouveau, si on peut dire, par son père qui est décédé. Enfin bon, il semblerait qu'il y ait tout ça, mais qu'il n'y ait pas que ça. C'est arrivé aussi après la naissance de son second enfant. Suite à l'élément déclencheur, ça a été qu'elle s'est aperçue que son mari était allé voir un site porno sur Internet. Et puis qu'elle se trouvait à ce moment-là dans une période où au niveau sexuel et tout ça, ça se passait pas très bien entre eux, apparemment. Oui. Bon voilà, ça c'était l'élément déclencheur, mais il y a sans doute beaucoup d'autres raisons, bien sûr. Ouais. Alors Gérard, quelle est la meilleure prise en charge d'une dépression? Madame, quand j'entends l'histoire, là, même si vous la racontez brièvement, je trouve que là on voit vraiment l'illustration de ce que j'évoquais tout à l'heure, c'est-à-dire la sommation d'éléments de stress. C'est-à-dire que bien sûr que pour une femme qui a été elle-même adoptée, le fait d'avoir des enfants est une situation psychique particulière. Le fait que son père décède alors qu'elle est jeune, c'est évidemment un facteur de fragilité. Le fait que de ce moment-là, elle découvre une trahison de son mari rajoute un élément d'une autre nature, et probablement que là, la partie se joue dans la phase intercritique, c'est-à-dire dans le moment où entre 2 épisodes, il faudrait vraiment qu'elle puisse beaucoup mieux comprendre comment faire face avec cette situation. Et c'est là où, par exemple, on voit que des sources persistantes de douleur, comme par exemple des situations d'infidélité ou des situations qui durent, pérennisent et chronicisent le trouble. Et à ce moment-là, c'est vrai que malheureusement, les équipes hospitalières sont un peu perdues parce qu'elles voient et elles ne retrouvent la personne que pour les épisodes post-suicidaires. Et il y a une sorte souvent de découragement d'ensemble et de la personne qui répète ses tentatives de suicide et de l'entourage. C'est bien que vous appelez parce que ça montre que vous, au moins, vous ne vous résignez pas. J'ai pas de solution magique à vous suggérer. Simplement, essayez d'analyser ce qui fait que, au cours des 2 années passées, le plan de traitement qui est proposé à votre fille ne fonctionne pas.
Essayez peut-être, quand elle va mieux, d'aller discuter avec elle, si elle l'accepte, et l'équipe qui la soigne, et essayez de regarder, à partir de l'analyse des 2 années passées, ce qui pourrait se faire mieux. Ce qui pourrait se faire mieux comme prévention, peut-être au niveau des traitements, et puis surtout lui expliquer qu'avec une histoire peut-être aussi lourde, il ne suffit pas de quelques séances de psychothérapie pour aller mieux. C'est un des gros problèmes des psychothérapies. Aller mieux grâce à une psychothérapie, ça demande du temps. Ça demande parfois des mois ou des années. Et ça, il faut que les gens l'acceptent. Il faut des thérapeutes disponibles, patients. C'est compliqué. Mais est-ce qu'il serait important d'associer à chaque fois une psychothérapie au traitement médicamenteux? Lorsque la dépression est guérie, la phase aiguë, je pense que dans beaucoup de cas, oui. Mais là, il y a 2 problèmes. Il y a l'accès aux soins. Beaucoup de psychothérapies ne sont pas remboursées. Puis ça prend du temps. Et beaucoup de gens, ils ont été tellement mal pendant la dépression que dès qu'ils vont mieux, ils n'ont qu'une idée, c'est d'oublier ce qui s'est passé. C'est un peu exigeant, une fois qu'on va mieux, de dire je vais quand même aller une fois par semaine ou une fois tous les 15 jours parler de moi, parler de ce qui s'est passé. Se replonger en plus dans les racines peut-être du mal, de la souffrance. Retourner dans quelque chose qui a été douloureux, avec l'idée que on dit ça y est, je vais bien, il y a tellement de malheur autour de toi, tu vas quand même pas te regarder le nombril. C'est pas forcément se regarder le nombril, c'est essayer de faire que ça ne se reproduise pas. Marie, en tout cas, on vous sent très attentive, très vigilante et surtout pas résignée. Je me sens à la fois très très impuissante parce que j'avais essayé l'an dernier de rencontrer le psychiatre justement dans la clinique où elle était hospitalisée. Je suis désolée, mais c'était un peu du circuler, il n'y a rien à voir, quoi. Moi, la maman, son mari, à ce moment-là, depuis, il a cheminé quand même, donc il a demandé cette année à voir le psychiatre, etc. Mais l'an dernier, il suivait, bien sûr, il l'a beaucoup entouré, ça c'est sûr, il s'occupe des enfants, il n'y a pas de souci, mais ça pose une vraie question, Marie, c'est-à-dire dans ces cas-là, l'entourage est souvent démuni. Comment aider au mieux une personne dépressive, ou quelles sont les attitudes à éviter en tout cas là? Là, je pense que pour cette histoire dont on parle, je ne connais pas la clinique, je pense qu'il ne faut jamais se résigner sur ces histoires-là. Si les choses se passent mal dans un endroit, je crois qu'il faut être capable d'aller voir ailleurs. On n'est pas toujours bon. On part sur des situations, on se met en échec. Il y a des cas où le courant ne passe pas avec une personne, ou bien il part sur de fausses idées, ou bien des a priori. Il faut changer d'équipe. Il faut pas se résigner. Oui, le pire c'est ça, c'est la résignation. Je pense de que l'entourage le pire et de la personne. C'est ça. Et l'entourage, faut être présent et il faut, je dirais plutôt qu'il y a des choses à ne pas faire. Oui, lesquelles? On a fait écrire il y a une vingtaine d'années avec mon associé de l'époque, Henri Cuche, un bouquin qui s'appelait « Je vais craquer » et on avait fait dans la moitié du bouquin toutes les bêtises à ne pas dire, c'est-à-dire secoue-toi, fais des efforts, va au cinéma. C'est-à-dire comme si on disait à un cul-de-jatte de marcher. Dans la mesure où beaucoup de gens confondent le mal-être avec la maladie, confondent les deux, ils donnent des conseils qu'évidemment la personne malade ne peut pas suivre. Oui, c'est pas une question de volonté. Non, c'est pas une question de volonté. Et au contraire, vous alliez dire, ça ne fait que l'enfoncer davantage. Oui, ça ne fait que le culpabiliser en disant, c'est vrai. Alors il y a des situations, je sais pas, personne va partir en vacances avec sa famille, elle va être sur le bord d'une plage, il fait beau, la mer est belle, et là lui il ressent rien. Il ressent aucun plaisir, il a envie de rien, il a qu'une envie, c'est de rester dans son lit. Et l'entourage lui dit, mais enfin, écoute, tu charries. T'as tout pour être heureux. Et tu vois comment tu fais même pas un effort, etc. Donc, il y a beaucoup de bêtises à ne pas faire. Les choses à faire pour amener à consulter, on dit souvent, c'est dire tu as changé. Ne pas faire un diagnostic à la place du médecin, mais dire à la personne, écoute, je sais pas ce qui t'arrive, mais tu n'es plus comme avant. Je peux pas t'expliquer, mais moi qui vis à côté de toi, il faut que tu ailles demander un avis. Oui. Souvent, ça n'est pas stigmatisant. Oui. Ça montre qu'on est attentif à l'autre et ça lui permet d'aller consulter.
Bon courage, Marie, avec votre fille. On a beaucoup d'appels, Marie. Donc il y a beaucoup et on arrive. Il nous reste un petit quart d'heure seulement. Donc je voudrais essayer de donner la parole au maximum de personnes. Ne m'en voulez pas. Non, merci beaucoup, Marie. Merci, au revoir. Europe 1, Caroline Dublanche. Vous parliez de prévention, finalement. C'est quelque chose dont on parle peu quand on parle de dépression. On a vu comment soigner, comment prendre en charge. Mais peut-on prévenir la dépression? Est-ce qu'il y a dans notre mode de vie, dans notre... une façon de se prémunir ou de rechute si on a déjà fait une dépression? Alors oui, la prévention avant un premier épisode, je serais tenté de dire que c'est de bien vivre, d'avoir une bonne hygiène de vie, de s'intéresser aux choses, quand on parle de prévention, on parle beaucoup de prévention des récidives. C'est-à-dire comment faire qu'après un premier épisode, les choses ne recommencent pas. C'est là où probablement le bilan post-dépression est important, avec une étape où normalement on devrait toujours se poser la question des origines de l'épisode. Et ensuite, alors c'est un grand débat, pour un certain nombre de patients qui ont fait des dépressions rapprochées, par exemple 2 ou 3 dépressions en 3 ou 4 ans, il est clair qu'une prévention par un traitement antidépresseur au long cours est justifiée. Ce qui permet de dire ça, c'est que plusieurs études avec différents médicaments ont montré que si on compare un groupe qui prend un antidépresseur pendant 2-3 ans à un groupe qui prend un placebo, qui pense prendre un antidépresseur mais qui prend un placebo, le pourcentage de récidive est 2 fois le plus élevé dans le groupe placebo que dans le groupe qui a le produit actif. Ah oui, c'est considérable. C'est considérable comme taille d'effet. Cela étant, la protection biologique donnée par l'antidépresseur, dans beaucoup de cas, n'est pas suffisante. Parce que si par ailleurs les facteurs psychologiques qui ont conduit à la dépression persistent et ne sont pas mieux analysés, là, les origines psychologiques de la maladie persistent. Et la protection biologique ne suffit pas. C'est difficile, ça demande du temps, ça coûte souvent de l'argent, malheureusement. Je trouve que c'est un vrai problème que les psychothérapies ne soient pas mieux remboursées, sauf si elles sont pratiquées par les médecins. Mais les médecins sont débordés et c'est très difficile de trouver des psychothérapeutes. Oui, c'est vrai, c'est un problème, parce que médecins, ça éviterait c'est un problème. Bien des problèmes de santé par la suite, même en termes de coûts, finalement. Bien sûr. Et à ce moment-là, l'expérience montre que la personne qui est avec une prévention globale, avec aussi une psychothérapie qui est adaptée à elle-même. Je pense qu'on n'a pas parlé des différences entre les psychothérapies de type analytique et les psychothérapies de type thérapie cognitivo-comportementale, mais il est clair que certains patients sont doués pour s'intéresser à leur inconscient et d'autres ne le sont pas, ou d'autres n'ont pas la patience. Que donc à ce moment-là, une fois qu'on a analysé ce qui n'allait pas, il faut être capable de prescrire une psychothérapie d'un type ou d'un autre. Celle qui correspond le mieux à la personnalité du patient. Oui. Mais si je vous comprends bien, la controverse entre la parole et la pilule est scientifiquement dépassée. C'est-à-dire pilule, j'entends antidépresseur, évidemment. C'est-à-dire là où on voulait encore, certains veulent opposer le traitement aux psychothérapies. Au contraire, vous dites qu'il faut associer le plus possible les deux pour éviter les risques de récidive. 2 choses. Leurs zones d'inefficacité se croisent. C'est-à-dire que... C'est pas rassurance. Si, parce qu'il y a le relais de l'une et de l'autre. C'est-à-dire que jusqu'à un certain seuil de difficulté, le traitement par la parole peut suffire. Oui. Au-delà d'un certain seuil, il ne suffit pas, il faut donner le traitement. Mais le traitement à lui seul ne suffit pas si les causes psychologiques sont extrêmement importantes. Ça, c'est la partie aiguë. Et quand ensuite on pense à la prévention, souvent, il faut associer les 2 traitements pour éviter que la personne retombe malade. Bonsoir Véronique.
Bonsoir Caroline. Bonsoir. Bonsoir docteur. Bonsoir. En fait, ma question était principalement par rapport à la récidive dont vous parliez, et parce que moi j'ai vécu une dépression en 2009, fin 2009, une dépression que mon médecin a appelée foudroyante parce que ça a été un matin et ça m'est tombé dessus comme la foudre. J'ai été hospitalisée le lendemain en fait, et j'ai pour principalement le deuil de mon papa, mais bien d'autres éléments qui, après, en travaillant sur moi, ont démontré qu'il y avait accumulation de plein de choses. Je confirme le comportement des personnes autour de soi, qui effectivement, moi j'ai entendu des secoue-toi, bouge-toi, tu devrais pas faire ça à tes enfants, et qu'on peut pas entendre ça, ça nous enfonce plutôt qu'autre chose, donc ça je confirme. Qu'est-ce qui vous inquiète par rapport à la question que vous vouliez poser par rapport à la récidive? Oui, parce que quand le docteur parle de quand on fait 4 ou 5 dépressions à la suite, est-ce que c'est pas finalement toujours la même? Parce que moi j'ai l'impression d'être en bordure d'un ravin, et puis là je rechute par exemple en ce moment où je me réveille toutes les nuits à 4h du matin, que je confonds jour et la nuit, que ça devient n'importe quoi comme ça a été en début de ma dépression en 2009. Oui. Et est-ce qu'on reste pas toute sa vie en rémission? Est-ce que ça peut devenir un état chronique? Oui. Est-ce que finalement c'est pas une dépression qui termine, une autre qui commence? Est-ce que c'est pas tout le temps la même? Ça veut dire que ça n'aurait pas été bien soigné, si je vous suis. On va poser la question tout de suite à Alain Gérard. C'est-à-dire, est-ce que ça serait toujours la même dépression, ou est-ce que finalement dans la rechute, est-ce qu'une rechute est plus sévère? Est-ce que l'intensité est variable? Ou si c'est toujours la même, comme dit Véronique, ça voudrait dire qu'elle n'a pas été soignée? Non, je pense pas qu'on puisse dire vraiment ça. Je vous le disais, l'état aigu, ça correspond à des dysfonctionnements très organisés, stables au niveau du cerveau. Et quand on donne les antidépresseurs, on dit souvent que c'est purement symptomatique. C'est pas vrai. Les antidépresseurs, ça fait redémarrer le cerveau. Ça fait refonctionner un système qui était en panne, qui dysfonctionnait de manière durable. Et malheureusement, alors lorsque vous dites que c'est la même qui se répète, on va pas, c'est un peu compliqué d'expliquer les mécanismes, mais on commence à comprendre maintenant, en particulier avec les techniques d'imagerie, ce qui se passe dans la constitution de ce dysfonctionnement, c'est-à-dire comment certaines zones du cerveau sont affectées, comment ensuite des zones qui normalement, on appelle ça le cortex préfrontal, qui sont normalement la zone qui organise, qui filtre, qui permet au cerveau de fonctionner, est totalement débordé. Et ce système de fragilisation, il est, après la guérison de l'épisode, devenu un peu fragile. C'est pour ces raisons que dans certains cas, on pense qu'il faut le solidifier par un traitement préventif. Et ensuite, malheureusement, comme une sorte de fissure dans un système, quand de nouveau le poids des ennuis se remanifeste, en effet, ça vient réattaquer la fissure qui n'a pas été totalement colmatée. Et souvent les patients, parce que moi j'arrive jamais à comprendre, je dis mais enfin ça fait 3 fois que vous avez ça, pourquoi vous m'avez pas appelé il y a 1 mois, puisque vous m'expliquez que vous avez exactement la même chose. Et la personne me dit mais parce que je ne voulais pas que ce soit ça, je voulais croire que ça ne recommençait pas. Donc en effet j'ai pensé à ce que vous me disiez, mais je ne vous ai pas appelé parce que je me suis dit non, ça peut pas recommencer. Pourvu que ça ne soit pas ça. Alors qu'il faudrait au contraire consulter le plus tôt possible. On enrayerait plus vite l'épisode dépressif. Bien sûr. Vous savez, pour revenir aux questions du début, quand on parle de troubles d'adaptation ou de petites dépressions et de dépression maladie, des gens qui ont fait des vraies dépressions, la dépression maladie,
ils disent que c'était tellement douloureux qu'ils auraient préféré avoir un cancer, qu'ils auraient préféré avoir une vraie maladie. Parce que cette espèce de chose innommable qui les envahit et vis-à-vis desquelles ils se sentent totalement impuissants, c'est choses qui conduisent quand même à la mort dans un certain nombre de cas. Faut pas l'oublier. Donc, à ce moment-là, c'est vrai que on est parfois un peu en colère en disant, mais enfin, pourquoi vous avez attendu ? Eh ben, j'ai attendu parce qu'à aucun prix je voulais penser que ça se répétait. Oui, c'est important de le préciser parce que souvent on peut parfois les montrer du doigt en disant que ce sont des faux malades ou qui simulent. Alors que vous dites bien que la véritable dépression, c'est un tremblement de terre psychique. Hein. Vous dites que dans certains cas, vous avez parlé d'un cancer moral. Enfin, c'est une souffrance morale absolument inexplicable, inexplicable et qui apparaît même parfois. C'est ça aussi qui est étonnant, c'est que les gens ne font pas le diagnostic, ils ne vont pas bien, ils se sentent pas comme d'habitude, mais ils pensent pas qu'ils font une dépression. Au contraire de l'anxiété, par exemple. Donc, Véronique, au vu de tout ce que vient de dire Alain Gérard, il serait important, si vous sentez les prémices comme ça d'un épisode dépressif, d'être suivi. J'ai repris une psychothérapie. Vous avez bien fait, et peut-être un traitement. Ben, j'ai eu en fait un creux entre deux psychothérapies suite à la mort de mon thérapeute. Voilà, j'avais appelé pour ça une fois d'ailleurs, pour témoigner par rapport à un autre auditeur sur une autre émission. Et voilà, et le problème c'est reprendre une thérapie, c'est très compliqué. Oui, mais c'est pourtant essentiel quand même au vu bien sûr, mais pour ne pas laisser. De toute façon, on le ressent et le truc qui vous tire vers le bas et qu'on peut pas maîtriser, c'est quelque chose de terrible. C'est pour ça que c'est important d'agir vite. Merci beaucoup, Véronique. Merci à vous de votre émission surtout. Merci de votre appel. Bonne soirée. Au revoir. Merci, au revoir. Un mail justement de Christiane qui nous dit je voudrais vivement que le docteur Alain Gérard précise à quel moment on considère qu'un patient souffrant de dépression est guéri. Christiane dit pour ma part j'en souffre depuis près de 20 ans et j'ai pas l'impression d'en être sortie. Alors c'est ça, c'est sur on parlait de cet état qui se chronicise et pour autant vous dites la dépression n'est pas une fatalité. Non. On peut en sortir. Il faut simplement ne pas se résigner, trouver. Mais à quel moment considère-t-on qu'on est guéri ? Être guéri, c'est être comme avant, avoir le même plaisir à vivre, avoir les mêmes enthousiasmes, avoir la même envie d'aimer, la même envie de lire, la même envie d'aller au cinéma, la même envie de se promener, ressentir le goût des choses, ressentir la même curiosité par rapport au monde. C'est être comme avant. Alors, le comme avant, évidemment, ça varie un peu selon chaque personne, parce que tout le monde n'est pas aussi joyeux ou optimiste. On retrouve l'état antérieur. Certaines personnes, les psychanalystes disent beaucoup ça, après un premier épisode dépressif, peuvent se trouver mieux qu'avant. Oui, j'allais vous poser la question. Oui. Est-ce que ça peut nous apprendre des choses sur nous-mêmes ? Oui, à condition que ces choses sur nous-mêmes ne nous laissent pas pendant 3 ou 4 ans exsangues, abandonnant les études, abandonnant le travail, perdant sa femme ou son mari, à condition que le prix à payer du passage ne soit pas trop lourd. Mais c'est ça. Et une chose, je le dis, mais c'est un clin d'œil, il faut pas non plus être trop bien. C'est-à-dire qu'un certain nombre de patients qui ont fait des dépressions et qui prennent des traitements antidépresseurs, sous l'effet de la pression biologique des antidépresseurs, vont mieux que bien. Ils se mettent à être particulièrement euphoriques. C'est ça qu'on appelle une inversion de l'humeur. Là, c'est pareil. Si on est trop bien, c'est pas être guéri que d'être trop bien. À ce moment-là, il faut vite appeler le docteur et lui dire voilà, je dors 4 heures par nuit, je dépense des sous, j'ai envie de faire des folies. Qu'est-ce que je fais ? Oui, et pourtant, ça doit être difficile dans cet état-là, parce que presque on se sent parce bien, que c'est un tel contraste avec les semaines ou mois qu'on a passé en dessous que bien sûr on a envie d'y rester. Mais à ce moment-là, c'est grave, parce que cet état-là va ensuite, malheureusement, se transformer dans un second temps en une nouvelle phase dépressive. Donc surtout, ne pas se résigner,
quand on reste comme ça en dépression, comme cette auditrice Christiane depuis des années, c'est qu'à un moment, soit le traitement n'est plus adapté, soit elle n'a pas trouvé le thérapeute le plus à même de l'aider. Donc aller chercher ailleurs des personnes qui vont nous aider à sortir du gouffre. Il ne faut pas se résigner. Merci beaucoup Alain Gérard d'avoir accepté mon invitation et d'avoir répondu avec tant de clarté à toutes ces questions difficiles. Je rappelle pour ceux qui voudraient poursuivre le débat vos ouvrages Dépression, la maladie du siècle, paru aux éditions Albin Michel, où vous faites état des toutes dernières études sur ce thème, et également l'ouvrage Vrai déprimé, fausse dépression, coécrit avec Monique Brémond aux éditions Flammarion Collection Chant, où là dans cet ouvrage il y a beaucoup de cas cliniques qui sont abordés, ça se lit comme des histoires et c'est vraiment très intéressant. Merci beaucoup d'être venu nous voir. Au revoir, belle nuit à vous et à demain.